Scandale, fraude, mensonge, suspicion, l'industrie agroalimentaire est en eau trouble en ce moment à cause de cette fameuse affaire de la viande de cheval retrouvée dans des lasagnes et dans des boulettes de viande. Ça nous concerne toutes et tous. Par exemple, l'enseigne Ikea à Cronenbourg ne vend plus ces fameuses et très bonnes boulettes de viande. Il y avait du cheval à l'intérieur. Même chose pour les hot dogs. Ikea a décidé de retirer ses produits dans différents pays en Europe. Et je ne vous parle même pas de la viande d'âne ou de brebis retrouvée dans des steaks hachés en Afrique du Sud et du porc retrouvé dans des kebabs en Suisse. Depuis quelques jours, c'est le jeu favori des scientifiques, étudier la viande dans ces produits de consommation de masse et découvrir réellement ce que vous mangez. On va se poser une question ce soir avec des professionnels de la région. Comment savoir ce qu'il y a réellement dans nos assiettes? Je vous présente mes invités. Bonsoir William Mérès. Bonsoir. Vous représentez l'OPABA, c'est l'organisme en gros qui s'occupe de tout ce qui est filière bio dans la région. On va y revenir. À côté de vous, Martial Schalcher. Bonsoir Martial. Pardon. Éleveur de chevaux à Geispolsheim et vous représentez surtout l'ADK, l'association des éleveurs de chevaux d'Alsace. On va revenir sur cette fameux scandale de viande chevaline. Vous allez nous donner l'impression de votre filière, de vos professionnels. Et à côté de vous, Thomas Kelleter, conseiller spécialisé chez Alsace Volaille. On va parler de traçabilité et label. Est-ce que ça peut aider à éclaircir un peu les pensées des consommateurs? Une première question avec vous, Martial, sur ce scandale de la viande chevaline. On en a trouvé dans des boulettes, dans grands distributeurs de meubles, on en trouve partout, etc. C'est scandaleux, c'est comment vous qui vivez de cette filière, vous êtes éleveur de chevaux, pas pour les manger, éleveur de chevaux de course en gros, à Geispolsheim, comment c'est compris par les professionnels que vous représentez dans la région? Mais si vous voulez, ça nous interpelle parce que la viande de cheval en elle-même, c'est une excellente viande qui a d'excellentes qualités nutritives. Mais d'autre part, ce qui nous interpelle aussi, c'est qu'on a obligé les gens à manger du cheval, peut-être des gens qui ne veulent pas en manger. Pour diverses raisons, elle peut être religieuse ou carrément pour des raisons d'éthique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui montent à cheval, et parce qu'ils montent à cheval, ils considèrent qu'il ne faudrait pas les manger. OPABA, comment vous réagissez à tous ces scandales? C'est vous qui représentez un petit peu le bio. Est-ce qu'on se frotte les mains en se disant « Youpi, on avait raison depuis très longtemps, vive le bio » ? Alors, on ne se frotte pas vraiment les mains parce que les scandales, ça ne profite jamais à personne. Mais par contre, effectivement, ce qui est intéressant de voir, c'est que les producteurs bio, les filières biologiques sont plutôt dans le vrai, avec un cahier des charges contrôlé, avec des organismes de contrôle indépendants et surtout une traçabilité tout au long de la filière qui est mise en place par la certification. La traçabilité, vous allez entendre ça toute la soirée. Thomas, traçabilité chez Alsace Volaille, ça se passe comment ? Effectivement, comme le disait William, la traçabilité, c'est le cœur des démarches qualité, donc label rouge, IGP, AOC, production biologique. Donc au niveau de la volaille d'Alsace, on baigne dedans depuis les années 85. On le vit au quotidien. On a structuré la filière de l'amont à l'aval avec des opérateurs identifiés et la garantie pour le consommateur qui achète un poulet fermier d'Alsace, que ce soit bien un poulet né, élevé, abattu en Alsace, quoi. Est-ce qu'on est capable de répondre à cette fameuse question? Peut-on savoir exactement ce qu'on mange, Thomas? À mon avis, en ce qui me concerne pour la volaille label rouge, je dirais oui, puisque tous les animaux élevés en Alsace sont tracés à l'arrivée à l'abattoir avec un numéro de traçabilité unique que le consommateur retrouve lorsqu'il fait son acte d'achat. Et à partir de ce numéro de traçabilité, on peut remonter la chaîne en arrière pour voir où est-ce que le poussin a éclos. Mais ça veut dire que c'est de la volaille produite dans la région. J'achète un poulet de chez Loué, je ne sais pas d'où ça vient, c'est ça l'idée? Vous êtes en train d'attaquer les petits camarades? Tout à fait. Ah non, la démarche label rouge, en fin de compte, que ce soit pour Loué, pour le Gers, pour la Vendée, en fait, faut acheter on a la même déontologie. Il faut acheter du label. Du label. Qui est 30% plus cher. Effectivement. Mais voilà, on a un gage de garantie sur l'origine. Et si un label est adossé à une indication géographique protégée, comme c'est la nôtre, on peut communiquer effectivement sur l'origine. On est archi sûr de ça? Ah oui, 100%. 100% sûr. Si demain on trouve du porc dans vos poulets, on vient vous voir chez vous, c'est ça? Là déjà, il y aura un problème de morphologie. Je pense que le consommateur, même s'il n'est pas très averti, fera la différence, quoi. Parce que 80% des ventes de poulets label en France, en Alsace, c'est du poulet entier. Donc on arrive quand même à reconnaître... Oui, c'est généralement. Vous comprenez cette inquiétude des consommateurs? Ils sont complètement perdus, disant on fait confiance à des grands industriels et des grandes marques sur les paquets, etc. Puis finalement, non, on nous ment, on nous spolie.
Oui, je comprends l'inquiétude. C'est pour ça d'ailleurs que l'année dernière, en 2012, il y a 64% des Français qui ont consommé du bio, par exemple. C'est aussi une garantie que va pouvoir apporter l'agriculture biologique. Et surtout, on a effleuré avec ce que vous avez dit sur les 30% plus chers. En bio, on sait qu'on va être encore plus cher même que ces ratios par rapport à de l'industriel. Pourquoi ? Parce que c'est des méthodes d'élevage, des méthodes de transformation qui sont quand même largement différentes. Mais c'est terrible de dire pour manger sainement, faut se saigner, quoi. Il y a des familles qui peuvent pas acheter du poulet label rouge plus cher, etc. Qui peuvent pas acheter du bio, c'est un vrai problème. Notre approche est un peu différente, c'est de dire que l'alimentation c'est essentiel, c'est vital. Ce qui est important, c'est de faire ses choix en termes alimentaires. Se tourner vers les produits les moins chers, c'est aussi se tourner vers des produits moins qualitatifs. Alors je dis pas pour tous, mais pour la grande majorité, donc notamment la nourriture industrielle, forcément on va retrouver des produits moins qualitatifs, qu'on va rehausser avec des produits chimiques de synthèse, comme des additifs, des colorants, des exhausteurs de goût, pour que ça ait le goût que vous attendez. Là, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'était des traders qui ont vendu de la viande, on ne sait pas dans quel pays, c'est atterri ici. Le problème, c'est que en Roumanie, par exemple, à cause d'une loi qui empêche maintenant les carrioles tirées par des chevaux ou des ânes de fréquenter toutes les routes, il y a une offre en viande de cheval parce qu'il faut éliminer des chevaux. Donc c'est une matière première très bon marché et je pense que les industriels, ils sont aussi destinés à faire des profits. Ils ont plutôt pris la décision du profit plutôt que celle de la protection du consommateur. Vous vous sentez lésé par tout ça? On peut pointer du doigt, regarder un peu de travers. Disons, moi, ce qui m'afflige, c'est qu'on désigne plutôt le cheval comme quelque chose qui est pas bien, pas bon. Alors que c'est l'homme qui a voulu faire du profit sur le dos du cheval. Voilà, tout à fait. Et ça fait rire l'Opava. On est toujours dans cette recherche de profit, en fait. Tout à fait, et c'est ce qu'on dénonce aussi par l'approche industrielle, aussi bien au niveau de l'élevage, de plus en plus, parce que du minerai de viande, c'est le terme qui est utilisé pour faire des lasagnes. C'est fait à partir de gigantesques élevages, la plupart qui viennent d'autres pays que la France. Pourquoi ? Pour une recherche de coûts le moins élevé possible, de profit toujours. Et forcément, quand on veut un produit pas cher, on fait abstraction de certains critères qualité, ou alors de modes de production qui sont respectueux de l'environnement, ou respectueux des gens qui y travaillent, ce genre de choses. Les professionnels d'Alsace Volaille, par exemple, sur ces labels, est-ce qu'ils vont faire encore plus attention? Est-ce qu'ils bénéficient? Est-ce que vous savez si depuis quelques jours, ils bénéficient d'une recrudescence de chiffre d'affaires parce qu'on se tourne vers quelque chose de plus sécurisant? Écoutez, c'est délicat à annoncer avec le peu de recul qu'on a pour l'instant, Mais c'est vrai que en France, des grandes enseignes maintenant vont dire voilà, on va prendre des produits bœuf 100% d'origine française. Pourquoi ne pas l'avoir fait déjà depuis 5 ou 10 ans Nous, au niveau de la filière volaille, on se bat depuis des années pour préserver justement les caractéristiques du poulet fermier français. C'est l'Europe, on peut acheter de la viande de cheval pas chère en Roumanie, on peut acheter du bœuf en Allemagne moins cher, etc. C'est ça l'Europe, non? C'est pas ce qui était bien? C'est pas persuadé. Double côté de l'Europe. Allez-y. C'est un truc que non, c'est pas possible. Avoir une harmonisation des contrôles qualité des labels européens, ça marche pas? Si, justement, par rapport à l'Institut national des appellations d'origine, l'INAO, il gère des labels européens comme l'IGP, l'indication géographique protégée. C'est un label européen auquel notre production est adossée. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que nous, on maintient des valeurs au niveau de la production de label rouge qui sont une exclusivité en Europe. Et nous, on trouve que, justement, défendre la qualité supérieure, la qualité gustative des produits, par la durée d'élevage, par le respect des cycles de production qu'on retrouvait au début du siècle, c'est quelque chose d'important pour l'éleveur qui a une activité à taille humaine et pour le consommateur qui achète son produit en sachant que le poulet a été élevé 84 jours, il a gambadé à l'extérieur, il a une bonne qualité nutritive et un prix effectivement un peu plus cher puisque toutes ces démarches ont un coût. Et il n'est pas coupé avec de la brebis ou de l'âne comme ailleurs dans d'autres pays du monde? Impossible. Mais surtout que c'est le consommateur qui prépare son plat. Ça, c'est l'autre idée, ça. Le consommateur a aussi une responsabilité. Consommateur, il faudrait dire ça à un moment donné. S'il délègue la préparation de ce qu'il mange à autrui, il est forcément... Quand vous êtes invité quelque part, par exemple, c'est pas vous qui faites la cuisine. Vous faites confiance au cuisinier ou à la cuisinière. Quand vous achetez un plat cuisiné, c'est là le problème. Vous faites confiance à celui qui l'a préparé. Or, c'est là que le bas blesse. Si les gens prenaient l'habitude d'acheter le poulet ou le cheval... Le cheval. Il y a 2 boucheries chevalines dans le Bas-Rhin, il faut faire mieux quand même. Eux-mêmes,
On n'aurait peut-être pas ce problème. Comment vous réagissez à ça? On est dans cette idée de on achète local, on fait nous-mêmes, etc. C'est ce que le bio fait depuis que le bio existe, en gros. C'est ça, tout à fait. Olivier, il est content depuis le début de la soirée, il a raison surtout. Non, mais ça conforte en fait l'idée des producteurs bio. On parle de circuits courts, de locavores, de gens qui vont réduire leur empreinte carbone. Ouais. Les producteurs bio sont dans cette logique. C'est ça aussi qu'il faut vous prendre en compte, c'est qu'en termes de consommation, les labels, ça représente un pourcentage faible de ce qui est consommé au niveau alimentaire. En bio, c'est le prix notamment. C'est un frein, oui, tout à fait. Et là, il n'y a pas quelque chose à faire, par exemple, en label low cost? Non, alors là, c'est pas possible. La démarche qualité par rapport. Parce que quand on pense qu'il y a encore, je sais pas, nos parents ou nos grands-parents avaient un budget alimentation bien supérieur de ce que nous dépensons actuellement pour nous nourrir. Je pense qu'à un moment, si un éleveur veut produire des animaux de qualité, il faut qu'il les aime un minimum, il faut qu'il leur assure aussi le bien-être animal. Donc c'est du temps, c'est de l'énergie. Il faudrait au moins montrer un peu de reconnaissance par rapport à la qualité du produit qu'on mange. Finalement, vous êtes en train de dire que c'est un peu la faute du consommateur qui cherche avant tout le prix? Sûrement. Vous êtes d'accord avec ça, Thomas? Est-ce que c'est vraiment le consommateur? Est-ce que c'est pas d'autres opérateurs de la filière qui mettent la pression auprès des producteurs? D'accord. C'est clair. C'est-à-dire, il y a un lobby? C'est pas une question. Alors, lobby, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, mais on connaît la puissance de l'industrie agroalimentaire comme de la grande distribution, qui sont, si vous allez dans n'importe quel supermarché, vous voyez quoi comme politique? Le moins cher. Donc forcément, le moins cher, en France, on sait peut-être des fois pas le faire. C'est pour ça qu'on va en Roumanie ou qu'on va en Chine. Les légumes surgelés, par exemple, la plupart viennent de Chine. Le poulet vient de Chine. Sauf quand on est sur des critères qualité. C'est la seule différenciation qu'on va pouvoir avoir dans nos économies pour se mettre en avant et puis favoriser le local. L'alimentation, il y a une quarantaine d'années, c'était 40% du budget d'un ménage. Aujourd'hui, 2011, le chiffre que j'ai, c'est entre 12 et 13%. Le reste, c'est les abonnements téléphoniques, les abonnements de télé, etc. C'est d'autres choix. Simplement, on ne peut pas dire que manger sous signe de qualité, ça coûte cher. Non, c'est simplement une question de choix et de qualité des ingrédients qu'on veut faire. Et cuisiner soi-même coûte toujours moins cher que de prendre un plat préparé sous signe de qualité de temps. Je vous recommande l'article de Fabrice Nicolino, publié dans Le Monde cette semaine. Il faut quand même avoir l'estomac bien accroché. Il annonce tout simplement de nouveaux scandales alimentaires. Là, on parle de viande mélangée, de profit, mais demain, on pourrait sortir des scandales. Par exemple, il y a eu des analyses scientifiques sur de la viande où on a trouvé des antibiotiques, des bêta-bloquants, des hormones, même des fongicides et des antiparasitaires dans des pots pour bébés. En fait, ce sont les produits utilisés pendant l'élevage qui ressortent après dans les produits de consommation finaux. Est-ce que les poules d'Alsace carburent à la testostérone ? Ou ça fait partie justement du cahier des charges de dire non, l'élevage est la nourriture la plus naturelle possible? Justement, c'est un des éléments du cahier des charges, puisque le goût, vous l'avez aussi par l'alimentation de l'animal. C'est pour ça qu'on a 75% minimum de céréales, l'accès au parcours herbeux, l'utilisation d'antibiotiques en tant que facteur de croissance est strictement interdite. Donc tous ces éléments sont paramétrés par le cahier des charges. Est-ce que ça, Martial, c'est le genre de chose qui peut vous faire peur, qui peut nous exposer à la figure dans les prochains temps, se rendre compte que la viande, et pourquoi pas la viande de cheval, elle est blindée d'antibiotiques? Alors le problème de la viande de cheval, il y a les producteurs qui produisent de la viande de cheval. Ceux-là ne sont pas exposés à cette tentation. Oui. Mais la viande de cheval, parce que quand vous sélectionnez une population, il faut aussi éliminer les éléments indésirables. Dans cette population éliminée, par exemple, il peut y avoir eu effectivement des chevaux qui ont été soignés par des antidouleurs ou des anti-inflammatoires. Mais normalement, ces agissements sont signalés au moment de l'abattage. Et à ce moment-là, l'animal est impropre à la consommation. Et même à la consommation animale. C'est-à-dire que même un cheval qui a eu une médication particulière ne peut pas être utilisé pour l'alimentation des chiens et des chats. Et pourtant, en lisant ces études scientifiques, on trouve effectivement plein de produits de pharmacopée. Mais là, c'est encore une fois le problème de l'honnêteté, de l'éthique. Ouais, on revient à la même chose. On en revient encore à la même chose. Une réaction, le papa, là-dessus, sur ces nouveaux scandales qui s'annoncent cette fois-ci? Des traces d'antibiotiques dans le lait, par exemple, les antiparasitaires dans les pots pour bébés.
Je vais pas redire ce que j'ai déjà dit, mais c'est un point sur lequel on est vigilant depuis longtemps, hein, sur le cahier des charges de l'agriculture biologique. Je rappelle qu'un animal élevé en bio, c'est 100% d'alimentation bio. C'est comme en label de l'élevage en plein air, obligation d'aller dehors. Forcément, quand vous faites de l'élevage intensif, industrialisé, comme on peut le faire par exemple aux États-Unis, hein, sur des fermes gigantesques, les animaux ils voient pas de l'herbe, limite ils voient pas le jour. Pour la plupart, forcément, ils vont être malades, donc on leur donne plein de médicaments. Et tout ça, c'est une réflexion de fond sur le bien-être animal, sur ce qu'on leur donne à manger, parce qu'on va le retrouver dans nos assiettes. Et ce que vous disiez sur les petits pots pour bébés, on sait par exemple que les consommateurs qu'on recrute en bio sont des consommateurs du type premier enfant, achat d'alimentation pour bébé. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.